Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Aujourd'hui dans Bien dans son job, on parle de l'empowerment des femmes dans le design numérique. C'est très pointu et on en parle avec Alexia Danton, elle est designer advocate. Elle dirige Figma France, qui est une plateforme collaborative. Elle va tout nous expliquer dans quelques instants. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, l'insertion pro sous main de justice. Ces salariés qui travaillent en maison d'arrêt ou en centrale, ils sont détenus et travaillent. On fera le point avec Vincent Corrège, il est cofondateur de Yoti. Et puis le cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Dominique Carlac. Elle est la vice-présidente du MEDEF. Elle en est d'ailleurs la porte-parole et elle est candidate à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux. On fera le point avec elle, évidemment, sur ses ambitions, ses combats et peut-être son désir de transformer l'institution. On reviendra sur le dialogue social, évidemment, et sur le débat des retraites. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. Comment préparer les responsables RH de demain? Eh bien, il y a des écoles et on va en parler avec Sabine Villoutresse. Elle est fondatrice et directrice de l'école SUP des RH. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la tech. On en parle vraiment beaucoup de cette tech qui manque de femmes, qui a du mal à recruter des talents. Et on en parle avec Alexia Danton. Bonjour Alexia. Bonjour Arnaud. Designeuse, on peut le dire comme ça peut-être, advocate. Vous dirigez Figma France. Alors, je ne dirige pas Figma France. Vous faites partie de cette équipe de Figma France. D'abord, designer advocate, il peut y avoir un malentendu sur le terme. Vous n'êtes pas une avocate spécialiste dans le droit du design. Vous êtes vous-même designeuse. Et vous créez au service de la tech. Est-ce que je résume bien votre métier? Oui, tout à fait. Donc, je suis designer moi-même de formation et j'ai rejoint Figma France en tant que designer advocate, c'est-à-dire l'avocat de la voix des designers en France, où mon rôle est notamment d'aider et de supporter la communauté des créatifs et des designers numériques en France à se développer, à gagner à la fois à monter en compétences et également à gagner avec leur voix au sein de leur entreprise. Alors Figma, c'est une plateforme web collaborative qui permet de co-créer des produits digitaux de façon synchrone et centralisée. C'est en tout cas comme ça que se présente Figma. De quoi ils ont besoin? De quoi votre profession a besoin? Parce que la tech, on voit bien, data scientist, développeur, là on est vraiment à l'intérieur du moteur. J'ai envie de dire, si on prenait la métaphore d'une voiture, c'est vraiment tout le design du véhicule, c'est sa beauté, c'est son esthétisme. Est-ce que c'est ça votre métier? Oui, et c'est également autre chose. C'est-à-dire que le design, dans le sens où on l'entend dans le numérique, c'est à la fois la partie esthétique, la partie, on va dire, formelle de la chose, mais c'est également la partie fonctionnelle. Donc le design tel qu'on définit aujourd'hui, notamment via des terminologies type design thinking, c'est vraiment la conception du début jusqu'à la fin d'un produit ou d'un service qui va passer de la phase d'idéation, de la facilitation, on va demander et on va prendre les besoins de beaucoup de parties prenantes, notamment, et c'est très important, les utilisateurs finaux, mais aussi les problématiques business, et on va générer des solutions auxquelles on va donner une forme matérielle et tangible grâce à nos capacités plastiques de designer. Débat sur la féminisation des métiers du numérique. On voit aujourd'hui des initiatives. On avait Muriel Toiti de OnePoint qui fait venir des collégiennes, des collégiens pour les aguerrir dès le plus jeune âge à l'idée que ces métiers sont ouverts aux femmes. On a ce chiffre, 48% des designers sont des femmes en France en 2022 contre 29% en 2008. On se dit quand même que vous avez fait du chemin. Il reste encore de la route. Qu'est-ce que vous portez comme, j'allais dire, revendication là aujourd'hui, alors que le chiffre est plutôt bon? Tout à fait, et on en est très très fiers. Et comme vous avez dit, on a fait beaucoup de chemin pour en arriver là. On a gagné, je crois, 10% de part de femmes depuis 2018. Ça s'est beaucoup accéléré avec le Covid et l'accélération des industries digitales en général. On en est très très fiers. Comme on vous l'avait dit tout à l'heure, il y a un enjeu dans la tech de façon générale. On est à 22% de femmes en Europe aujourd'hui, c'est faible. Et au milieu de tout ça, les designers font part de bons élèves. Malgré tout, il reste encore des choses à améliorer. Aujourd'hui, quand on regarde de plus près ces chiffres de parité, on se rend compte qu'ils ne sont pas égaux sur tous les niveaux de seniorité. On a notamment une surreprésentation de femmes sur les profils juniors, ce qui est intéressant. On a une surreprésentation masculine sur les profils seniors et on a une surreprésentation également d'hommes sur des profils de type manager. On a un tiers de femmes seulement sur des postes à responsabilité dans le design numérique. C'est classique, Alexia, finalement, ce que vous nous décrivez, c'est la structure un peu traditionnelle de l'entreprise, c'est-à-dire plutôt des hommes qui dirigent et des femmes, et c'est ce que vous décrivez, qui sont plutôt à des postes subalternes. Alors,
heureusement, contre lequel vous luttez, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Tout à fait. Heureusement, on espère que les choses peuvent changer, qu'on va tendre vers une parité sur l'ensemble des postes, sur l'ensemble des départements, pas juste le design évidemment. Mais effectivement, il y a encore du travail à faire. Il y a aussi des questions évidemment salariales. Et sur le design, c'est tout à fait crucial parce qu'en fait, les designers, tous les métiers du produit, enfin dit du produit et du service numérique, sont ceux qui font la conception des produits que derrière la population va utiliser. Ah oui. Et en tant que créatif, on a cette responsabilité qu'on porte de créer des produits inclusifs. C'est-à-dire des produits qui peuvent être utilisés par tout le monde, quelle que soit la démographie auquel ils appartiennent, quel que soit leur genre, quel que soit leur handicap. Leur handicap, tout à fait. C'est un gros sujet quand même. Tout à fait, des questions d'accessibilité qui sont un gros sujet. Et pour construire des produits inclusifs, il faut des équipes inclusives. Il faut des équipes qui connaissent ces situations démographiques-là. Parce que vous êtes vraiment l'interface finalement entre les techniciens qu'on voit peu et qui sont dans l'algorithme et la machine et celui qui va être l'utilisateur final. C'est vous qui faites la passerelle. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous regardent pour donner envie de faire ce métier? Parce que 48% de femmes, vous dites qu'il faut encore accélérer, il faut que ces femmes prennent aussi des responsabilités dans les structures. Elles sont plutôt indépendantes, plutôt en format d'indépendance, ou elles sont intégrées au staff des équipes com, marketing, des grands groupes. Comment vous vous situez? Alors, pour revenir sur un point que vous avez dit, évidemment, on porte cette flamme haute au niveau du design, mais il faut effectivement penser collaboration. Les profils plus techniques doivent être intégrés à la conception également, et c'est pour ça qu'il y a des gros enjeux aussi sur la diversification de ces profils-là. Mais sur les femmes en particulier dans le design, aujourd'hui, comme on voit, il y a une surreprésentation au niveau des profils juniors. Donc, on n'est pas forcément en manque de talents qui vont arriver doucement sur le métier. Donc on frappe à la porte de ces métiers. Exactement. Et à raison, parce que c'est des très très beaux métiers. On crée le monde de demain. Il y a en plus des vrais besoins dans la tech, donc il y en a une appétence à recruter des femmes et des profils issus de toute minorité. Le problème vient plutôt sur la rétention. On a aujourd'hui, je pense, des choses qu'on peut mettre en place à la fois sur les processus d'acquisition de talents, donc rendre les processus de recrutement plus accessibles, plus inclusifs, mais aussi sur les processus, sur la rétention en tant que telle, où là, c'est le rôle des entreprises de, comment dire en anglais, exactement, comment dire en anglais, walk the talk, c'est-à-dire pas juste faire du diversity washing, rester cohérent par rapport au message qu'ils essaient d'afficher aux talents qu'ils recrutent, et il y a différentes initiatives qu'ils peuvent faire pour cela. Dernière question, Alexia, oui. Je vous la repose. Est-ce qu'il y a un désir d'indépendance? Est-ce que ces designers disent je préfère être plutôt en auto-entreprise ou de créer ma boîte et plutôt être en prestation que de travailler comme salarié? Parce qu'on voit aussi que cette génération Z, et elle est très représentée dans ces nouveaux métiers, elle est moins attachée à l'idée d'être en CDI que d'être libre. Est-ce que ça, vous le percevez? Je pense que cette question-là peut être adressée sans forcément réfléchir au cadre entrepreneurial dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on peut être salarié, on peut être auto-entrepreneur, indépendant. Les questions fondamentales, c'est comment est-ce qu'on trouve du sens à ce qu'on fait, comment est-ce qu'on arrive à se empower, comme on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive à se construire soi-même, à construire sa confiance en soi. Et ça, dans le métier du design, pas juste chez les femmes, il y a un syndrome de l'imposteur endémique. Tous les créatifs souffrent, tous. Je fais une grosse généralisation, mais oui. Une grande c'est propre partie... à l'artiste, au créateur. Exactement, exactement. Parce qu'on est sur des métiers avec une forte empathie, sur des métiers avec une pensée critique aussi, et une forme de subjectivité aussi, finalement. Parfois. Exactement. Et d'où ça, en fait, tous ces processus d'empowerment qui peuvent être mis en place, qu'on soit salarié dans une entreprise ou qu'on soit en indépendance. Je pense notamment à des exercices qu'on peut faire sur soi-même pour se rassurer, pour revenir sur ses valeurs. En tant que femme, on a la chance d'avoir la capacité, d'avoir socialement que ce soit acceptable qu'on soit vulnérable. On peut demander de l'aide, on peut demander du support, on peut réseauter. Il y a des fantastiques associations de mentorat qui existent aujourd'hui sur le design en France. J'en cite quelques-unes pour faire leur promotion, mais Hexagon UX, Ladies That UX et Women in Design notamment, qui font un fantastique travail là-dessus. L'art n'est pas une science exacte. Tout à fait. Merci Alexia d'être venue nous rendre visite. Alexia Danton, designeuse advocate chez Figma France, qui est une plateforme collaborative et qui réunit bien tous les métiers dont vous parlez, qui sont de très très beaux métiers d'ailleurs, ces métiers de designer pour le web, pour la tech. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, place à notre partenaire. Les entreprises s'engagent à la rencontre une nouvelle fois d'une entreprise, bien justement engagée au service de l'emploi et de l'emploi des jeunes en particulier.
Notre rubrique Les entreprises s'engagent à la découverte et à la rencontre d'une entreprise engagée. Et on parle aujourd'hui de l'insertion pro sous main. Alors c'est un vilain mot qui veut tout simplement dire donner du travail aux détenus en maison d'arrêt et leur permettre d'avoir un revenu autre que les revenus qui leur sont apportés par leur famille. Et on en parle avec Vincent Corrège. Bonjour Vincent. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, cofondateur de Yoti. D'abord, une question un peu traditionnelle, puis on va essayer de parler de vous, de votre parcours et aussi de l'action que vous menez en recyclage de jouets, parce que c'est ça le cœur de votre métier. Pourquoi vous êtes inscrit dans cette grande communauté qui grossit de jour en jour, des entreprises s'engagent? Alors, tout simplement parce que nous, on est parti du principe avec mon associé que mener une action entrepreneuriale, c'était bien, mais qu'il fallait vraiment qu'il y ait un sens derrière ce qu'on faisait. Alors, on a tous les deux quitté nos travails respectifs pour s'engager dans quelque chose. Je rappelle, vous étiez à Londres quand même, dans la salle de marché, enfin dans les devises, hein, vous étiez trader pour le dire un peu rapidement. Bon, vous basculez tout, très bon niveau de vie, très bon revenu, la vie à Londres, et vous dites non, je ne veux plus faire ça, quoi. Exactement, c'était un monde qui tournait essentiellement, voire exclusivement autour de l'argent. Oui. Donc, quand on est jeune, ça attire. Puis quand on mature un petit peu, on se pose plus de questions. Et puis évidemment, le Covid m'a laissé beaucoup plus de temps pour réfléchir parce que j'étais chez moi. Et donc j'ai décidé de faire autre chose et de faire quelque chose d'utile. Et surtout quelque chose qui n'existe pas vraiment en France. On a essayé de créer un modèle avec Jacques, mon associé. On est encore en train de le maturer, mais vraiment on est en train de faire quelque chose qui est assez unique en France. Donc on est très content de s'être lancé là-dedans. Vincent, le modèle, c'est le recyclage des jouets, parce qu'il y a des tonnes de jouets qu'on jette qui sont soit incinérés, soit enterrés dans des décharges. Et puis l'autre modèle, c'était aussi de pouvoir donner une deuxième chance, parce que c'est une deuxième vie pour les jouets, c'est presque votre punchline, et une deuxième chance aussi pour les détenus, parce que ça les insère, et puis ça leur donne aussi, j'imagine, l'envie de continuer à travailler en sortant. Ouais, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, quand on a monté ce projet-là, on avait tout de suite décidé qu'il allait y avoir deux chevaux de bataille. C'était l'écologie, donc avec effectivement tous ces jeux qui sont jetés chaque année, à peine 10% qui trouvent une solution en France. Et donc, créer un modèle vraiment qui puisse être important en France, qui s'inscrivent dans une filière qui est en train de se créer, pour aider les particuliers à donner très facilement, pour reconditionner ces jouets et pour après offrir aux consommateurs une alternative aux jouets neufs. Il y a deux casse-têtes dans votre sujet. Il y a l'accès et rentrer en prison. Oui. 2 salariés il y a quelques mois, vous en avez aujourd'hui 32. Exactement. Ce qui est quand même incroyable. Donc ça veut dire montrer patte blanche pour entrer en prison, ce qui n'est pas simple. Et vous avez réussi. Oui. Puis il y a le deuxième enjeu qui est quand même d'aller sourcer vos jouets. Comment on fait pour aller chercher les jouets ? En fait, vous avez un Père Noël qui a une hotte et qui frappe après Noël. Alors j'aimerais bien. Noël, c'est une très bonne période pour ça. Mais en fait, toute l'année, les gens ont des jeux et des jouets à donner. Tout le monde stocke ça dans son grenier, dans son garage. Le gisement est abondant. Effectivement, l'enjeu, c'est d'aller le chercher. Et c'est de faciliter le don pour les personnes. Tout le monde veut bien donner, mais s'il faut faire 30 minutes de voiture et devoir passer 3 heures à trier chez soi, c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'au niveau des dons, on accepte absolument tout. C'est cassé, c'est sale, c'est en mauvais état, c'est incomplet. On prend. On se débrouillera, c'est notre métier après de trier, de reconstruire, de compléter, etc. Donc après, sur le gisement, on va aller voir des particuliers, des entreprises, des associations aussi, qui eux reçoivent beaucoup de dons, mais qui n'ont pas les moyens humains ou matériels de retraiter les jouets. Par exemple, Emmaüs qui est très très bon sur les meubles, ils ont des jouets, comment les traiter. Donc ils vont potentiellement nous donner une partie de leur stock. Ils sous-traitent ou ils vous donnent leur stock. Oui, ça veut dire que vous, en termes de logistique, là on en revient à votre désir d'être entrepreneur, vous l'êtes, c'est une association, Yoti, mais ça veut dire des réseaux de camionnettes, ça veut dire des gens qui descendent, qui viennent chercher les jouets, enfin... C'est une entreprise à part entière. Complètement, et il faut vraiment avoir une grosse organisation, parce qu'aujourd'hui on manque un petit peu de moyens. Donc avec ce qu'on a, il faut vraiment répondre à tous les appels aux dons qu'on peut recevoir, et vraiment chaque journée, c'est à la minute près qu'il faut que notre logisticien se débrouille pour pouvoir aller voir toutes les personnes qu'il doit aller voir dans la journée, remplir le camion et autres. Donc effectivement, c'était un challenge niveau logistique, d'autant qu'on n'était pas du tout de ce monde-là avec mon associé, donc on a un petit peu découvert sur le tas. Mais aujourd'hui, ça marche vraiment très très bien. Et ensuite, il y a le volet les détenus. Ces jouets arrivent en maison d'arrêt, Bois d'Arcy, pour citer cette maison d'arrêt, qui est une maison d'arrêt historique. Et ensuite, j'imagine que votre boulot, c'est aussi de les mettre sur des chaînes de travail. Comment ça se passe ? Alors effectivement, on a un modèle qui est un petit peu industriel, puisque l'enjeu c'est d'être aussi efficace dans le reconditionnement, sinon on ne pourra pas accepter beaucoup de collecte. Bon, première chose. Donc il faut du volume, quoi. Il faut traiter... Oui, complètement. Et surtout, il faut pouvoir donner toujours du travail aux détenus. L'enjeu de Yoti, c'est parce qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui viennent, mais qui ont des activités assez fluctuantes. Nous, l'enjeu, c'est qu'on a 32 détenus qui travaillent avec nous, qui sont des opérateurs,
ils doivent toujours avoir du travail. Tous les jours, on les appelle, tous les jours, ils descendent, et tous les jours de la semaine, ils ont du travail. Donc après, on a une organisation spécifique, un petit peu... On vous voit, je vais juste comme le montrer, parce que Éric Dupond-Moretti avec Thibaut Guilluy étaient venus faire des annonces très concrètes, d'ailleurs, sur l'emploi en prison, et d'ailleurs l'emploi après, et on vous voit là. Oui, je suis avec mon associé Jacques, et vous avez Dupond-Moretti, monsieur le ministre, effectivement, qui est venu inaugurer l'atelier, et qui, en ce moment, est dans une grande opération de communication pour promouvoir le travail en prison, qui fait très peur, où il y a beaucoup d'a priori. C'est un monde qui est très caché, très obscur. Mais en fait, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient venir. Quand même, Vincent, c'est intéressant parce que moi, j'ai vu quelques ateliers en prison. Il m'est arrivé de les filmer, même d'ailleurs. Bon, c'est souvent des ateliers industriels. Il y a un peu de graisse. Là, il y a quand même un côté très ludique aussi pour les détenus. Il y a quelque chose qui renvoie à l'enfance. Le produit sur lequel ils travaillent est très, très agréable. Oui. Ça, vous avez le retour, j'imagine, des détenus. Ah oui, absolument. On a réussi aussi à créer une espèce d'esprit d'équipe parce que c'est des jouets. Donc, on est tous très bien dans cette ambiance. On a une ambiance qui est très détendue. On a aussi une ambiance de travail qui est particulière. On a fait énormément d'investissements dans cet atelier on le voit, pour en faire vraiment quelque chose de professionnel et quelque chose qui va les aider aussi à sortir à l'extérieur et avoir un cadre de travail qui est quasiment identique à ce qu'ils ont eu à Bois d'Arcy. Deux questions rapides. La suite de l'aventure entrepreneuriale, parce que vous avez commencé à Bois d'Arcy et c'est vrai que vous avez le soutien d'Éric Dupond-Moretti et c'est très important aussi que l'État vous accompagne. Complètement, oui. D'autres prisons, il y a beaucoup de prisons en France, 1 à 2 par département. Oui. C'est quoi la suite du développement ? L'enjeu, effectivement, c'est d'ouvrir d'autres ateliers en détention, puisqu'on connaît maintenant ce secteur-là et ce modèle qui est le travail en prison. Et effectivement, on est très soutenu par le ministère ou par la TIGIP, donc on va essayer de se développer dans d'autres ateliers. On a 3-4 projets de développement actuellement là. On est un tout petit peu en retard, mais je voudrais quand même, avant qu'on se quitte, Vincent Corrège, l'adresse Yoti, il y a un 3W, j'imagine. Si des personnes nous voient, des entreprises, vous avez des jouets, vous avez des stocks, c'est chez Yoti qu'il faut les envoyer, on viendra les chercher. Yoti-shop.fr. Effectivement, on viendra chercher les jouets, quels que soient les états, on se débrouille, c'est notre métier. Partout en France, hein, Vincent. Alors, en Ile-de-France, on vient les chercher. Le reste de la France, on vous envoie des bons. Et après, vous pouvez les envoyer par la poste. Par la poste. Donc d'abord, c'est l'Île-de-France, la première espace. Merci Vincent d'être venu nous rendre visite. Bon vent pour la suite de cette à la fois très belle opération côté humain et aussi côté recyclage et obsolescence programmée des objets. Vous leur redonnez une seconde vie. Exactement. Merci à vous. On fait une courte pause et on va accueillir dans le cercle RH l'une des candidates à la présidente du MEDEF. Elle souhaite succéder à Geoffroy Roux de Bézieux. Qui est-elle ? Sportive de haut niveau, très engagée sur ces questions. Elle va nous parler d'elle, elle va nous parler aussi de ses ambitions et de son combat, parce que c'est une véritable campagne qu'elle a engagée. On l'accueille juste après le jingle. Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui à la rencontre de Dominique Carlac. Vous la connaissez, vous allez la découvrir, peut-être mieux la découvrir. Elle est vice-présidente du MEDEF, elle en est la porte-parole et elle est candidate à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour Dominique Carlac. Bonjour. Ravi de vous accueillir. D'abord un petit mot avant de rentrer dans tous les sujets évidemment sur lesquels vous êtes interpellé, parce que c'est une vraie campagne électorale que vous menez. Hein. C'est très fatigant, la campagne du MEDEF. C'est pas fatigant, c'est stimulant. En fait, on n'y va pas par hasard quand on décide d'être candidat. Moi, j'ai déjà été candidate une fois, il y a 5 ans, c'était un tour de chauffe. Et vous étiez rallié à Geoffroy Roux de Bézieux. Je m'étais rallié un mois avant l'issue du scrutin, effectivement, à Geoffroy Roux de Bézieux. Et en fait, quand on le décide en confiance et en conscience, c'est-à-dire qu'on n'a pas une pression externe, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai pas eu de pression externe, c'est un vrai alignement personnel de me dire, maintenant, je pense que compte tenu de la situation des entreprises, de la situation du monde du travail, et puis de ma situation personnelle aussi, j'ai envie d'y aller, et c'est une vraie motivation. Donc on ne sent pas la fatigue en réalité. Enfin, moi, je ne la sens pas pour l'instant. Il y a eu pas mal... Alors, il y a eu une femme qui a pris les rênes du MEDEF, elle venait de 2005, Laurence Parisot. Les sondages, vous, c'est D et consultant, c'est du tertiaire. Oui. C'est vrai que quand on parle du MEDEF, on se souvient du CNPF, qui était une organisation très puissante. Oui. C'était quand même l'industrie qui régnait dans cette organisation. Et on voit aussi à travers vous, à travers votre histoire, et on va le découvrir, et votre parcours,
que le MEDEF, c'est aussi le tertiaire, c'est le conseil, c'est les consultants. Ça, c'est un peu nouveau quand même. Alors le MEDEF, il faut le rappeler, c'est 100 fédérations professionnelles et il y a tous les métiers. Vous avez aussi bien les restaurateurs que les gens de la transformation alimentaire, que les gens des industries de santé. Que de la métallurgie. Que de la métallurgie, bien évidemment, le bâtiment, les travaux publics. Vous avez le Syntec dont je fais partie. Alors, juste petite précision, moi, mon entreprise, elle fait de l'ingénierie industrielle, en fait. C'est-à-dire qu'on oppose souvent les services à l'industrie. Moi, ma conviction, c'est qu'il n'y aura pas d'industrie forte s'il n'y a pas d'ingénierie forte. C'est quoi l'industrie 3.0 ? C'est cette industrie 4.0 très moderne, tournée innovante ? Oui, innovante. En fait, il y a eu 4 révolutions industrielles. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie industrielle, mais quand même, il y a eu 4 révolutions industrielles. La 4e révolution industrielle que l'on traverse actuellement, c'est le monde de la donnée, c'est la data, c'est-à-dire comment on pilote l'outil productif avec la donnée pour être au plus précis des besoins des consommateurs. Un mot sur vous et plusieurs. Vous êtes une sportive de haut niveau. Oui, je le fus. Vous le fûtes. Sport-études, athlétisme, 4x400. Et 400 mètres et 400 mètres, individuels. ce qui est une épreuve très technique d'ailleurs, il faut le préciser dans ce monde de l'athlé. Oui. Et vous dites même vous-même que vous étiez presque plus forte quand vous étiez en équipe. Absolument. Que quand vous étiez seule dans votre couloir. Ça vous incarne, ça, cette idée aussi de ne pas être la présidente omnipotente du syndicat patronal, mais d'être en équipe? Oui. En fait, moi, j'ai effectivement plus brillé dans le 4x400 mètres national, donc où on emmenait 6 filles en équipe de France et puis on en prenait 4 le jour J, parce qu'il y a un effet d'entraînement. Quand vous faites le 4x400 mètres, vous imaginez, vous mentalisez, c'est le tour de piste, et vous prenez le bâton et vous partez le lancer, vous commencez à courir et puis vous tendez à nouveau le bâton et puis vous êtes aspiré par la fille qui est devant vous ou par l'envie de faire gagner votre équipe. Il vous tend le bâton, là, Geoffroy Roux de Bézieux, là, vous êtes en train de courir derrière et il vous a bien tendu ou Non, Geoffroy Roux de Bézieux, il s'est donné une obligation de neutralité et je trouve ça sain. En fait, je trouve ça sain parce qu'on a travaillé ensemble pendant 5 ans. Moi, j'ai adoré travailler avec Geoffroy Roux de Bézieux. Je l'avais rallié, ça n'était pas par hasard. Et donc, il a décidé d'être neutre et voilà, je trouve ça sain et ça lui correspond en plus. 2 sujets, la réforme des retraites et les enjeux du dialogue social. Alors ça, c'est vraiment le sujet d'actualité parce que vous êtes interpellé. Tout à fait. Lors de la dernière rencontre du président Macron, il n'y avait que les représentants patronaux qui étaient devant le président de la République. Il est au point mort, ce dialogue social, parce que on a le sentiment aujourd'hui qu'on est dans 2 orchestres qui d'une manière très disparate, jouent leur partition et ne se parlent plus. C'est la réalité ? En fait, le dialogue social entre partenaires sociaux, c'est-à-dire entre organisations syndicales et organisations patronales, il a toujours été vivant et il continue. En revanche, c'est vrai que depuis quelques années, le souhait du président de la République de faire des réformes et de les faire vite parfois lui a fait oublier les corps intermédiaires. Et les corps intermédiaires, c'est notamment les organisations syndicales et patronales. Vous dites comme Laurent Berger, côté syndicats salariaux. Et donc, là, moi, mon point, en tout cas en tant que candidate et en tant que future présidente du MEDEF, c'est de dire qu'il faut absolument qu'on réinstalle le dialogue entre partenaires sociaux pour faire des propositions qui concernent la vie des Français. Et la vie des Français, c'est quand même beaucoup le monde du travail. Donc, le dialogue, il n'est pas mort. Le dialogue, c'est dans les entreprises, il existe. Dans les entreprises, il n'y a jamais eu aussi peu de conflictualité dans les entreprises, il faut le savoir. Quel paradoxe. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, le Covid est passé par là, et quand toute l'organisation du travail s'est arrêtée parce qu'on était tous confinés, il a fallu trouver des solutions. Et le chef d'entreprise et le salarié étaient assez alignés sur le fait qu'il fallait préserver le monde du travail et qu'il y ait du travail, tout simplement. Et donc, dans ces cas-là, on se met d'accord et on organise le travail au mieux. Je lisais que le CNPF, il y avait 1 million d'entreprises, peut-être me trompais-je, et que petit à petit les choses se sont effritées, que le MEDEF a perdu. J'ai envie de dire qu'il y a quand même un effritement, que ce soit chez les syndicats salariaux ou patronaux, il y a une désyndicalisation. Est-ce que là-dessus, vous dites, moi, si je prends les rênes du MEDEF, je vais un peu réenchanter tout ça? Alors, moi, c'est un peu mon point, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, le MEDEF reste quand même le leader des organisations patronales, puisqu'on a quand même 190 000 entreprises, 100 fédérations, 130 territoires, donc, et puis de la toute petite entreprise jusqu'aux plus grosses entreprises du CAC 40. Ce que je dis, c'est que moi, présidente du MEDEF, je veux réinstaurer un patronat fort, un MEDEF fort, et surtout je voudrais aller sur un concept assez original qui est de se dire je veux prendre le leadership sur l'interpatronal. Ce qu'on a vu dans la séquence retraite, ce qui a
cristallisé la colère sociale, ça a été aussi la renaissance de l'intersyndicale, c'est-à-dire tous les syndicats de salariés se sont alignés. Et c'est vrai que ça a fait du coup beaucoup de buzz. Historique. Historique, hein, depuis 1995, on n'avait pas eu ça. Clairement. Moi, ce que je dis, c'est qu'à ce stade, nous avons besoin du dialogue social, mais nous avons également besoin d'un MEDEF fort et d'entreprises fortes, et de rappeler aux Français que l'entreprise, dans un État-providence qui est à bout de souffle, l'entreprise, c'est la solution. Et pour célébrer cette entreprise, la création de valeur des entreprises, il faut qu'on ait un patronat fort et qu'on soit aligné. D'où cette idée de leadership. Moi, je voudrais incarner, en tant que présidente du MEDEF, le leadership de l'interpatronal pour faire progresser les solutions des entreprises. Avec une CPME qui n'est pas toujours tendre à l'égard du MEDEF, qui dit mais c'est nous qui incarnons les entreprises intermédiaires. Je pense que ça ne sert à rien de faire la guéguerre. Le sujet, vous êtes pour le rassemblement. Le sujet, c'est exactement le sujet, c'est faisons valoir les solutions des entreprises, quelles qu'elles soient. Et donc, on est 3 organisations patronales représentatives. Il y a le MEDEF, la CPME, l'UDP. Moi, j'en appelle à cet interpatronat. C'est le 3 x 400 mètres dans ce cas-là. Vous voilà. jouez en équipe à 3 là. Voilà. Il faut jouer la main dans la main. La main dans la main, oui. Un petit mot sur les sujets là qui sont, vous avez évoqué la retraite. Il y a quand même quelques sujets autour de la démocratie en entreprise, du salarié citoyen, de ce salarié qui est très citoyen dans l'entreprise et qui est aussi finalement très observateur de la vie des entreprises. Avec les raisons d'être, vous avez vu les polémiques qui montent sur certains experts qui disent écoutez, ça suffit la raison d'être, tout ça c'est bullshit. Comment vous vous situez, vous, sur ces sujets ? Moi, je me situe, alors ça fait 5 ans que je pilote ces travaux au MEDEF, les sujets de RSE et de la place de l'entreprise dans la société. Ce que je pense, les signaux faibles que moi j'ai analysés dans la mandature passée, c'est qu'il y a un rôle politique qui est de plus en plus assigné à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a la guerre en Ukraine, les citoyens, les salariés nous disent « Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Un chef d'entreprise qui est dans le secteur de la boulangerie industrielle, il va répondre « Attendez, moi je ne suis pas concerné, je fais de la boulangerie industrielle. » Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous faites ? Et donc ça renvoie à un signal qui est que la responsabilité de l'entreprise est sans cesse élargie. Et donc ça pose la question, et moi c'est quelque chose que je porte en tant que candidate à la présidence du MEDEF, qui est la place de l'entreprise dans la société. Comment on réencastre l'entreprise et l'économie dans la société ? C'est attendu de nos salariés, c'est attendu de beaucoup de nos dirigeants, et si on veut continuer à avoir plus d'adhérents et développer notre organisation patronale, il faut aussi répondre à ces questions que se posent les dirigeants. Double question, le partage de la valeur qui pose la question et qui est posée d'ailleurs par les salariés, syndiqués ou pas d'ailleurs, sur les écarts de salaire, sur le fait que l'entreprise parfois a des dirigeants excessivement bien payés aux dépens des fameuses premières lignes dont on a beaucoup parlé pendant le Covid. À ce sujet. Ça, c'est un sujet où vous êtes interpellé sur ces sujets. Moi, je dis 3 choses à ce sujet. D'abord, sur les salaires, il y a ce qui est faisable et il y a ce qui est souhaitable. Donc, ce qui est souhaitable, bien évidemment, c'est d'avoir une continuité de l'augmentation de salaire dans le temps. Après, il y a ce qui est faisable, c'est-à-dire que ce qui est vrai pour les particuliers, l'inflation, est vrai aussi pour les entreprises. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on est arrivé à un partage de la valeur, un accord sur le partage de la valeur avec les syndicats. C'est historique. Hors CGT, il faut le préciser. Oui, mais c'est historique. Le gouvernement pensait qu'on n'y arriverait pas. On y est arrivé. Et ça va donner des clés pour les chefs d'entreprise qui veulent partager la valeur. Mais le troisième sujet, c'est que avant de partager la valeur, il faut la créer. Et moi, ce que j'aimerais installer dans le débat en tant que présidente du MEDEF, c'est vraiment rezoomer sur c'est quoi la création de valeur d'une entreprise. Et en fait, la création de valeur, elle n'est pas que pour les actionnaires. La création de valeur, c'est une création de valeur économique. On crée des emplois, on exporte. C'est une création de valeur sociale. On peut prendre l'ascenseur social encore dans une entreprise, ce qui n'est pas le cas quand on passe un concours administratif. C'est quoi, c'est un lieu d'épanouissement ? C'est un lieu d'épanouissement, c'est-à-dire que ça peut... Moi, mon sujet, c'est l'entreprise, c'est la solution. Là où l'État, face à un certain nombre de défis sociaux, et d'ailleurs dans la rue, est-ce qu'on s'adresse à l'entreprise ou est-ce qu'on s'adresse aux limites de l'État ? Je crois que c'est plutôt la deuxième raison. C'est les limites de l'État. C'est les limites de l'État. L'entreprise venant suppléer. Et l'entreprise vient suppléer, mais je dis même pas suppléer, c'est que l'entreprise, c'est la solution. C'est une solution encore d'ascenseur social. Un petit mot, et même plusieurs, c'est un vrai sujet d'ailleurs qui impacte les petits commerces et pas seulement les défaillances d'entreprises. Comment vous réagissez à ce qui est en train de devenir une véritable affaire sur l'agence de garantie des salaires ? Donc il faut le repréciser quand même, pour ceux qui ne connaissent pas cette institution peu connue, elle garantit
lorsqu'une entreprise est défaillante, les salaires. J'ai vu qu'Anticor était partie civile et indique qu'il y aurait eu 15 milliards d'euros d'argent détourné. Vous allez être interpellé sur ce sujet. Assurément. Vous faites un tour de France, vous allez rencontrer les présidents de MEDEF locaux. Qu'est-ce que ça vous inspire? L'UNEDIC s'est retiré, la CPME a claqué la porte et le MEDEF est d'une manière indirecte dans la tourmente. Alors moi, la première chose que ça m'inspire, c'est la sidération. Je suis sidéré de ce que je lis. Je ne savais pas. Donc j'attendrai bien évidemment d'avoir la confirmation. Mais si cela est vrai, c'est grave. Donc moi, j'en appelle à nouveau, dans ce que je dis depuis le début de cette campagne, à un vrai débat sur le fond, sur à quoi on sert, à quoi servent les organisations patronales et syndicales, et qu'on soit dans l'exemplarité. Moi, c'est vraiment mon point, c'est-à-dire que dans un monde où la société attend de la transparence et de l'exemplarité de ses dirigeants, il faut que le MEDEF soit exemplaire également. Exemplaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra se plier aux enquêtes internes. J'ai vu que l'UNEDIC réclamait des enquêtes. C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que moi, j'attends confirmation de ce qui est dit. Vraiment, je suis sidéré de ce que je lis et de ce que j'entends. Je ne suis pas au courant, mais j'attends confirmation des informations qui ont été publiées ces jours-ci. Dans l'œil du cyclone, au-delà des institutions que j'évoquais, c'est-à-dire le MEDEF et d'autres institutions, on évoque quand même les adjudicateurs, ceux qui organisent la fin d'une entreprise. Certains auraient profité, dit en tout cas les premiers éléments de l'enquête, de ces largesses financières. On parle de 15 milliards d'euros, c'est quand même pas rien. C'est énorme. C'est colossal, à vérifier évidemment. À vérifier. Là aussi, vous dites présidente du MEDEF, je serai une interlocutrice évidemment des pouvoirs publics. Est-ce que sur ces sujets, il faut penser à réformer peut-être l'organisation? Moi, je dis dans un premier temps que la lumière soit faite. C'est-à-dire que ça paraît tellement colossal que la lumière soit faite. Comment est-ce possible? La somme est énorme. Comment est-ce possible? Moi, je vous dis, je suis sidéré de ce que je lis. Donc, comment est-ce possible que la lumière soit faite et qu'à la lumière des faits avérés et démontrés, on en tire des conclusions sur quels sont les points de vigilance et quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour l'avenir? Avant de nous quitter, il nous reste très peu de temps. C'est une campagne longue. Je repose ma première question parce qu'on ne se rend pas compte de ce parcours que représente une campagne au MEDEF. Oui. Alors, on connaît les campagnes présidentielles. Vous avez vu vos députés vous donner des tracts. Dites-nous quand même que c'est quand même un parcours du combattant. J'ai vu que les règles avaient été durcies en 2018 avec un cut, je prends un terme de golf, plus sévère, parce qu'il faut avoir des organisations qui vous soutiennent. Est-ce que vous êtes confiante? Est-ce que vous dites, cette fois-ci, j'ai toutes les clés, j'ai envie de dire la maturité qui va me permettre d'aller au bout? Vous avez fait part de mon parcours d'athlète. Le 400 mètres, c'est une course de résistance. Ce n'est pas une course d'endurance, c'est une course de résistance. C'est-à-dire, c'est un sprint long. C'est-à-dire que ça va très dur, vite, très dur le 400. Ça va vite et on doit aller vite longtemps. Et donc moi je considère que c'est un 410 mètres. C'est un 410 mètres et je suis entraîné pour, et j'ai cette chance d'avoir la forme physique et psychologique pour pouvoir tenir un 410 mètres et donc pour pouvoir tenir jusqu'au 6 juillet. Et moi je me projette au 7 juillet quand je serai élu présidente du MEDEF. Le 7 juillet, qui sera la date 6. Mais moi, je me projette le 7 juillet. Vous prendrez quelques jours de repos quand même? Parce que c'est un marathon quand même. Oui, c'est un marathon. Enfin, la passation de pouvoir entre l'actuel président et le futur ou la future présidente, c'est entre le 6 et le 17 juillet. Et puis après, effectivement, il y aura quelques jours de vacances pour attaquer la rentrée et la REF. Je vous souhaite évidemment de réussir ce parcours qui est un 410 mètres. Voilà. Vous avez vu que vous aurez face à vous 2 femmes. À la tête de la CGT, une femme à la tête de la CFDT. Je les connais très bien. Et vous les connaissez. Qu'est-ce que ça vous inspire de la société dans laquelle nous vivons? Il se passe des choses quand même intéressantes. Ouais, ça m'inspire que la société est mûre et nous sommes dans un alignement. Et je pense que, comme je le dis souvent, à chaque époque son MEDEF, à chaque époque son président ou sa présidente du MEDEF, il y a un vrai signal. Il y a un vrai signal. Moi, je connais très bien Marie-Lise Léon et Sophie Binet. J'ai déjà travaillé avec elles sur des questions d'égalité professionnelle. On a prévu de se voir prochainement. C'est un signal qui n'est pas qu'un signal d'organisation patronale ou syndicale, c'est un signal de la société, de la maturité de la société en 2023. Un tout dernier mot, le premier dossier sur lequel vous allez vous pencher, sur quel dossier? Le travail. Le temps de travail? Non, pas le travail au sens large, c'est le travail tout au long de la vie
en compétences, les seniors, en mobilité. Et quand je dis tout au long de la vie, c'est entrée de carrière, fin de carrière. Index senior pour ou contre, pour répondre? Contre l'index tel qu'il a été élaboré, parce qu'un index senior ne fera jamais recruter plus de seniors. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois, et ça pour moi c'est une ligne rouge. Donc des mesures fiscales incitatives qui permettraient aux chefs d'entreprise de pouvoir être accompagnés? Ou bâtir des critères qui réellement vont inciter et aider les entreprises à y arriver. Parce qu'en fait les entreprises, il ne faut pas se tromper, les entreprises souhaitent de l'emploi senior parce que c'est de l'emploi stabilisé, c'est de l'emploi formé. Alors il faut accompagner les reconversions pour les transformations qu'on a devant nous, mais en réalité, moi en tant que chef d'entreprise, je suis très heureuse d'avoir aussi des employés seniors, parce que sinon, on est en proie au turnover permanent. C'est vrai, la fameuse génération Z. Exactement. Donc c'est bien d'avoir un petit peu de stabilité. Dans le jeu du ni oui ni non, jeu bien connu, oui ou non, la semaine des 4 jours au MEDEF, vous, présidente? Tout est sur la table, pas de tabou. Tout est sur la table. Donc, ça existe, il y a des entreprises qui le font. Ça existe avec plus ou moins de succès. Donc tout est sur la table. Il y a des entreprises pour lesquelles ça sera une très bonne solution et qui conviendra et aux salariés et aux employeurs. Il y a des entreprises pour lesquelles ça sera une catastrophe. Donc moi je dis tout est sur la table. Voyons dans quelle mesure l'organisation du travail peut être modernisée. Par contre, je suis absolument sur une ligne rouge vraiment absolue qui est la productivité au travail. La semaine de 4 jours ne voudra pas dire moins travailler. C'est pas 32 heures, c'est pas la semaine des 32 heures, parce que vous allez sur ce chemin. La semaine de 4 jours, c'est une vraie question d'organisation du travail, mais c'est pas une question de travailler moins. Pour moi, ça ne pourra jamais signifier travailler moins. Donc ce n'est pas la semaine des 32 jours portée par certains écoles, des 32 heures, non, pas les 32 non, jours. Ça ne pourra pas être travaillé moins. Par Pierre Laroutourou notamment. Merci Dominique Carlac. Merci à vous. Bon 410 mètres, c'est ça qu'on peut vous souhaiter. Merci. Et rendez-vous peut-être au 7 juillet. Au 7 juillet. Bismarck sera là pour vous accueillir. Eh bien, avec grand plaisir. Et on ouvrira nos antennes pour vous faire venir sur notre plateau. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne notre page et tout de suite on se dirige vers Fenêtre sur l'emploi. On parle des RH, une école pour les RH. Bah oui, ça existe, on en parle. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler des RH, mais sous l'angle de la formation, de l'éducation. Il y a des écoles pour les RH, elles existent. Et on en parle avec Sabine Villoutresse. Bonjour Sabine, vous êtes fondatrice et directrice de l'école SUP des RH. Tout à fait. 2 campus, 2 écoles. Voilà, 15e et 8e à Paris, et puis après des partenariats en province. C'est très intéressant parce que c'est vrai que souvent les parcours, quand on a des RH et des DRH sur le plateau, femmes et hommes, principalement des femmes, elles ne viennent pas forcément de ces filières de formation, elles viennent d'ailleurs. C'est un vrai métier, les RH. Vraiment, il y a un cursus et c'est un métier à part entière. Alors aujourd'hui, les DRH ne sont pas encore tous issus d'une formation RH, mais je pense que ce sera le cas bientôt, parce que l'école a fêté ses 25 ans, et je dirais la fonction RH a fêté ses 25 ans. Lorsqu'on a créé l'école, on était à la gestion du personnel, on était bien loin de la richesse humaine qu'on développe aujourd'hui. C'était les payes, globalement, et le droit. Et le droit. Donc, on était diplômé d'un DESS à l'époque de droit, et on pouvait tout à fait devenir DRH. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles forment aux ressources humaines, pensant que c'est encore une fonction administrative. Or, de plus en plus, c'est une fonction stratégique. Et c'est là où, nous, à SUPDRH, on a toujours été un peu en avance de phase pour accompagner ces transformations. On est passé, comme on l'a dit, de l'administration. Alors après, on était un peu dans les process, parce qu'on était dans l'internationalisation, il fallait tout organiser, reporting, restructuration, qui ont obligé les entreprises à vivre différemment la fonction RH. Et aujourd'hui, on est face au boom qu'on vit aujourd'hui de salariés qui veulent être maîtres de leur carrière. Alors, il y a quand même un élément aussi assez intéressant dans même la terminologie de ceux qu'on accueille. Certains ne s'appellent plus DRH. Alors, en charge de la transformation et de l'innovation, mais qui finalement est la DRH. Vous êtes en train de créer finalement le nouveau DRH. C'est quoi le nouveau DRH? Quelles sont les nouvelles compétences qu'il doit acquérir ou qu'il acquiert au sein de votre école? La RSE, parce que c'est quand même la qualité de vie au travail. C'est quoi tous les éléments nouveaux
qui sont venus se greffer dans les programmes de formation? Alors la RSE, ça fait 15 ans qu'on l'a comme bloc de compétences, donc vraiment au cœur de nos programmes. Mais la RSE, avant, c'était d'abord le côté social. Donc on parlait du handicap, de la non-discrimination, etc. Puis petit à petit, on voit que c'est plutôt maintenant le E de écologie qui prend sa place, la transition écologique. Et donc, nos programmes ont évolué. Là, on a fait un partenariat avec AXA Climate School, par exemple, pour l'intégrer, la fresque du climat. Donc oui, c'est des notions qu'on n'apprenait pas avant. Mais pour nous, aujourd'hui, surtout, ce qui change, c'est que le RH de demain devra être rapide. Agile. Voilà, on reproche encore parfois à sa fonction RH d'être un peu un frein qu'on va voir quand on a besoin, mais rarement quand on a envie de changer de métier. On va plutôt changer de métier en changeant d'entreprise. Or, je pense que demain, la fonction RH devrait être beaucoup plus à l'écoute de chefs de gare, des transfos, des évolutions de carrière. Un mot quand même sur les sujets de harcèlement qui d'abord ont pris leur place dans le code pénal. Il doit le connaître, le RH. Ces sujets-là, vous les adressez aussi parce que le RH est confronté à des réalités de femmes et d'hommes. Harcèlement moral, harcèlement sexuel. Est-ce que cette matière-là aussi est enseignée? Oui, et je dirais est de plus en plus présente dans les programmes. Cette posture du RH qui ne doit pas être simplement un gestionnaire, mais réellement un accompagnateur du management et de la direction. Parce que la direction est souvent en désarroi. Les choses, eux, ont des objectifs stratégiques. Et ils voient bien que parfois, masse salariale a du mal à suivre, soit parce que les métiers ont changé très vite et qu'il faut accompagner ces transformations de métiers qui sont très fortes aujourd'hui, se digitalisent. Donc là aussi, un besoin de formation pour accompagner. Et les entreprises, jusqu'à présent, ont parfois fait la facilité de licencier les seniors, licencier ceux qui étaient un peu en retard pour recruter. Or, aujourd'hui, le recrutement... Appuyez-vous sur vos forces vives à l'intérieur. Voilà, donc la fonction RH. Et c'est là où nous, on a totalement changé nos programmes pour préparer nos masters à être réellement force de proposition. Vous avez 10 secondes parce que nous sommes un peu en retard, Sabine, mais le taux de réussite est très fort et j'ai vu qu'on venait carrément chercher vos étudiants dans l'école, on est d'accord. Ça marche très très fort. Ça marche... Excusez-moi. Non, mais on vient chercher vos étudiants en termes de demande. Oui, en termes d'insertion professionnelle. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. D'ailleurs, nos jurys professionnels qui viennent à la fin sur le dernier examen sont toujours très déçus parce qu'ils ne peuvent pas recruter. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Merci Sabine Villoutré, vous êtes fondatrice, directrice de l'école Sup des RH. C'est 2 campus avec 91% de taux de réussite en moyenne et avec des étudiants qui, en général, pour la grande majorité d'entre eux, trouvent un emploi à la sortie, voire même pendant le cursus. Merci à vous. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Merci à vous. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette émission. Merci à Ulysse à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis que je salue. Merci à vous pour votre fidélité. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien, évidemment. Bye bye.